Et si ce n'étaient pas les années, mais certaines personnes, certains silences, certaines visites qui vous faisaient vieillir plus vite, des plaintes qui vous épuisent, des drames qui vous étouffent, des souvenirs qui vous enferment, des regards qui jugent. Et si votre corps le savait déjà, ce que vous allez entendre ici pourrait bien changer votre manière de vieillir et de vous protéger. Avez-vous déjà rendu visite à quelqu'un et en sortant, vous vous êtes senti vidé? Pas juste un peu fatigué comme après une longue promenade ou une discussion animée. Non, je parle d'une fatigue étrange, sourde, presque pesante, comme si on vous avait aspiré quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas votre âge, ce n'est pas votre santé, c'est invisible, mais réel. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, peu de médecins en parlent. Pourtant, c'est un facteur de santé majeur chez les personnes de plus de 60 ans. On pense souvent que pour bien vieillir, il faut bien manger, bien dormir, bouger un peu et prendre ses médicaments. C'est vrai. Mais il manque une pièce du puzzle. Les personnes que vous laissez entrer dans votre espace de vie et dans votre esprit. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, j'ai revu Eliane, 71 ans, veuve depuis 5 ans, vive d'esprit, autonome, toujours élégante dans sa façon d'être. Mais ce jour-là, je l'ai trouvée changée, les traits tirés, l'œil inquiet, la voix éteinte. En l'écoutant, j'ai compris, elle avait reçu la visite d'une ancienne amie, Jeanne. Toujours la même, disait-elle, avec son lot d'histoires sombres, de plaintes sur la politique, de critiques sur ses enfants, et ce soupir permanent qui alourdit l'air. Eliane m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. C'est fou, j'avais hâte de la voir, et pourtant, quand elle est partie, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Elle ne m'a rien pris, mais elle a tout vidé. Cette phrase m'a touché au cœur, car ce que vivait Eliane, je l'ai vu chez des dizaines d'autres patients, une forme d'usure invisible que j'appelle le poids relationnel. Ce n'est ni dans le sang, ni dans les analyses, mais cela se voit dans le regard, dans la posture, dans la perte d'élan de vivre. Beaucoup de gens passent des heures à calculer les sucres dans leur assiette, à surveiller leur tension, à avaler des compléments, mais ne se posent jamais cette question. Et si mon mal-être venait de ceux que je fréquente? Je ne parle pas ici de couper les ponts avec tout le monde. Non, je parle de choisir avec sagesse. Car certaines relations nourrissent et d'autres vident. Certaines visites vous laissent lumineux et d'autres vous font sombrer. À 30 ans, on peut s'en remettre. Mais à 65, à 70, à 80 ans, chaque visite compte. Et surtout chaque énergie qu'on laisse entrer en nous a un effet direct sur notre cœur, notre sommeil, notre morale et même notre immunité. Ce que la médecine moderne reconnaît de plus en plus, c'est que les émotions, les ambiances, les relations humaines ont un effet biologique. L'hormone du stress, le cortisol, n'augmente pas seulement quand vous êtes en danger. Il monte aussi quand vous êtes coincé dans une discussion toxique, quand vous écoutez quelqu'un se plaindre pendant 1 heure, quand vous subissez la négativité de l'autre, sans pouvoir fuir. Et à force de répétition, cela finit par vous faire vieillir plus vite. Oui, littéralement. Je sais que ce que je vous dis peut heurter, car on nous a appris à être gentils, à être disponibles, à ne pas faire de vagues. Mais je vous le dis avec toute mon expérience, être gentil ne veut pas dire tout accepter. Être bienveillant ne veut pas dire être une éponge émotionnelle pour ceux qui refusent de prendre soin d'eux-mêmes. Si vous ressentez ce que je décris, sachez que vous n'êtes pas faible. Vous êtes sensible,
Et c'est une force. Le corps ne ment pas. Quand vous ressentez une tension, un malaise, une fatigue étrange après avoir vu quelqu'un, ce n'est pas un hasard. C'est un message à écouter. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes âgées n'en parlent pas. Elles pensent que c'est l'âge qui les fatigue, que c'est normal de se sentir vidé après une visite. Non, ce n'est pas normal. C'est fréquent, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas une fatalité. C'est pour cela que j'ai créé cette série de vidéos. Pour redonner aux personnes de plus de 50 ans les clés d'un vieillissement sain. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, relationnellement, mentalement. Car tout est lié. Alors si vous êtes encore ici, si vous ressentez que ce message fait écho en vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me soutient énormément et m'encourage à continuer à produire des contenus utiles, humains et sincères, semaine après semaine. Avant de vous laisser, je vous propose une petite question, simple mais puissante. Soyez honnête avec vous-même et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Question de réflexion. Quand vous sortez d'une visite chez quelqu'un, que ressentez-vous le plus souvent? A. Une sensation d'énergie, de joie, d'inspiration. B. Une sensation de lourdeur, de tension, de fatigue inexpliquée. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réponses, car c'est à partir de là qu'on va construire ensemble les prochaines étapes pour reprendre en main votre bien-être relationnel. Et dans la prochaine partie, je vous parlerai d'un profil que nous avons tous croisé, le plaignant chronique. Celui qui, même sous le soleil, trouve de quoi râler. Vous verrez pourquoi il est parfois plus dangereux pour votre santé que le sucre ou le sel. À très vite. Prenez soin de vous. Je me souviens parfaitement de cette matinée de novembre où j'ai rendu visite à Gérard, 68 ans, veuf récent que je suivais depuis plusieurs années. Son petit appartement à Marseille débordait de souvenirs, photos fanées et objets précieusement conservés. Gérard est d'emblée sympathique, poli, cultivé, avec cet accent chantant du Sud qui met à l'aise. Mais derrière son sourire se cachait un soupir, puis une plainte. Ce jour-là, tout y est passé. Son mal de dos, l'humidité des murs, la politique, la boulangerie du quartier fermée. Même le soleil, pourtant rare en novembre, ne lui convenait pas. Trop de soleil, ça annonce un hiver rude. Rien ne l'apaisait. Moi, assis en face, j'écoutais, compatissais, mais sentais mon énergie se vider. Je voulais lui remonter le moral. Je suis reparti le cœur lourd, vidé. Avec le temps, j'ai compris. Gérard est un plaignant chronique. Comme lui, j'en ai rencontré des dizaines. Des personnes adorables, sensibles, mais enfermées dans une habitude profondément ancrée. Se plaindre sans cesse. Pas une plainte passagère, mais une plainte réflexe, presque une identité. Ces personnes ne cherchent pas vraiment des solutions. À chaque proposition, une raison pour laquelle ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la mauvaise foi, mais un refuge, un rôle, un lien social. Après des années dans cette posture, elle ne voit plus rien de positif. Ce qui est insidieux, c'est que cela n'agresse pas, ne blesse pas ouvertement, mais épuise. Silencieusement, subtilement. Et surtout, ça contamine. On finit par voir le monde avec leurs lunettes grises, repart avec une humeur sombre, doute de sa propre joie, et se sent coupable d'aller bien. J'ai vu ce phénomène chez de nombreux patients âgés. Des gens actifs, curieux, bien dans leur peau, jusqu'à ce qu'ils passent trop de temps avec un Gérard. Leur sommeil se dégrade, l'appétit diminue, l'envie de sortir ou rire s'efface.
car la plainte répétée est une onde toxique qui affaiblit système nerveux, immunité, digestion, humeur. Que faire alors? Fuir ces Gérards? Les ignorer? Non. Je crois à la limite, à la conscience, à discerner ce qui est supportable. Je crois aussi au pouvoir d'orienter la conversation, changer doucement de sujet, partager un souvenir heureux, une histoire positive, pour tourner la lumière ailleurs. Mais il faut rester lucide. Certains ne veulent pas sortir de leur spirale. Alors, il faut accepter que l'on ne peut pas sauver tout le monde, surtout pas au prix de son propre équilibre. J'ai dit un jour à Simone, 72 ans, une patiente épuisée par les plaintes d'un proche. Tu n'es pas une décharge émotionnelle. Elle a pleuré. Elle a compris qu'elle avait le droit de protéger sa paix intérieure, que tendre l'oreille ne doit pas être un sacrifice, que l'écoute a ses limites, surtout quand elle devient un puits sans fond. Si je vous parle de cela aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, ni vous pousser à l'isolement. C'est pour vous rappeler que vous avez le droit de choisir avec qui passer votre temps, que vos émotions comptent, que votre paix intérieure est précieuse et que chaque échange doit être un moment de vie, non un acte d'épuisement. Dans la suite, je vous parlerai d'un autre profil tout aussi sournois, souvent mieux caché, l'utilisateur manipulateur. Celui qui ne se plaint pas, mais vous utilise sous couvert de gentillesse. Croyez-moi, il est parfois plus difficile à repérer que le plaignant, et son impact sur votre santé est tout aussi réel. Je me souviens encore de ma rencontre avec Claire, une femme de 70 ans pleine d'énergie apparente. Elle participait à un groupe de parole que j'animais à Toulouse, autour du bien-être émotionnel des seniors. Dès la première séance, elle prenait beaucoup de place, parlait fort, riait fort, racontait toujours une histoire incroyable. Au début, cela animait le groupe, mais au fil des semaines, j'ai ressenti une tension persistante chaque fois qu'elle parlait. Claire est ce que j'appelle un aimant à drame. Ce type de personne que le silence rend mal à l'aise et qui, souvent sans le vouloir, crée autour d'elle une atmosphère tendue, remplie de conflits, de jugements et de récits passionnés où il faut forcément prendre parti. Elle parlait toujours de quelqu'un, une belle-fille insupportable, un voisin jaloux, une amie hypocrite. Elle avait ce talent étrange de transformer chaque anecdote en affaire personnelle. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'effet qu'elle avait sur les autres. Quand elle entrait, les visages se crispaient, on se raidissait, même les plus joviaux devenaient prudents. Un aimant à drame ne détruit pas frontalement, mais empêche la paix d'exister. Un jour après une séance agitée où Claire avait déclenché une dispute, je suis allé marcher pour retrouver mes esprits. Je me suis demandé combien de seniors vivent ça chaque semaine. Combien acceptent de passer du temps avec quelqu'un qui les rend nerveux et épuisés émotionnellement, sans rien leur donner en retour. Ce n'est pas toujours évident. Un aimant à drame peut être chaleureux, drôle, généreux. Ce n'est pas un méchant, mais il ne peut pas laisser les choses tranquilles. Tout doit être intense, conflictuel. Il exagère, amplifie, ne cherche pas à résoudre, mais à provoquer. À la longue, ce type de relation épuise. Je pense à Monique, 66 ans, douce et réservée, qui venait me voir pour des troubles du sommeil et une fatigue inexpliquée. Après plusieurs consultations, je lui ai demandé « Avec qui passez-vous le plus de temps ?» Elle m'a parlé de sa sœur Claire. Elle avait passé l'été avec elle, croyant lui faire du bien, mais s'était retrouvée embarquée dans une série d'histoires, critiques et disputes. Elle m'a dit en larmes « Je n'ai pas eu un jour de vrai repos.
Le stress relationnel est une fatigue invisible, souvent sous-estimée. Il ne frappe pas mais s'infiltre dans le sommeil, la digestion, la mémoire, l'humeur, et abîme lentement. Avec l'âge, nous sommes d'autant plus vulnérables. Il faut comprendre que nous ne sommes pas obligés de subir les conflits des autres. On n'est pas obligé d'entrer dans leurs tensions. Quand quelqu'un transforme tout en combat, il est légitime de prendre du recul. Je ne dis pas de fuir à la moindre difficulté. Les relations humaines sont complexes et il est anormal d'aider nos proches dans leurs moments sombres. Mais il y a une différence entre soutenir et se faire aspirer. C'est à chacun de sentir quand la relation nourrit ou quand elle ronge. À un certain âge, on comprend que la paix, la simplicité sont des trésors à protéger, comme la santé. Les moments sans tension, sans peur, sont précieux. Dans la suite, je vous parlerai d'un autre profil, plus discret mais tout aussi corrosif. Celui qui vit accroché au passé et transforme chaque instant en regret. Vous verrez combien cela peut peser, parfois plus qu'on ne le croit. Aujourd'hui, je veux parler d'un type de personne que j'ai longtemps eu du mal à comprendre. À première vue, elle ne fait de mal à personne. Elle ne crie pas, ne cherche pas le conflit, ne critique pas directement, ne se plaint pas. Pourtant, après chaque moment passé avec elle, on ressent une lourdeur, une mélancolie diffuse, comme si quelque chose de fragile avait été volé sans bruit. Cette personne vit dans le passé, mais de façon négative. Bernard, que j'ai rencontré à 73 ans, illustre bien ce profil. Bernard était un homme élégant, précis dans ses mots, toujours prêt à raconter ses souvenirs, ses années dans l'armée, ses voyages, sa femme disparue, la maison vendue, son fils absent. Au début, j'étais touché par cette mémoire vivante, cette capacité à faire revivre d'autres époques. Mais peu à peu, j'ai compris que Bernard ne faisait que ressasser le passé, non pas pour le partager avec tendresse, mais avec amertume, frustration, résignation. Le présent lui paraissait terne, sans saveur. Pour lui, c'était mieux avant. Le reste n'était qu'attente, survie. J'ai retrouvé cette attitude chez beaucoup d'autres, ce refus d'accueillir le présent, ce regard voilé par les regrets. Et cela a un impact réel sur la santé. Chez ces personnes, troubles du sommeil, douleurs chroniques, tristesse latente, fatigue et perte de vitalité sont fréquents. L'esprit fermé au présent ralentit aussi le corps. Vivre dans un souvenir douloureux, ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est se priver du moment présent. J'ai vu des gens riches d'expérience, mais qui refusaient toute nouveauté. Une invitation, trop contraignante, un projet, à mon âge, ce n'est plus pour moi. L'imprévu, tout ça, c'est fini. À force, le monde rétrécit, l'envie s'éteint. Un matin, j'ai demandé à Bernard, « Qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui ?» Il m'a répondu, « Plus grand-chose. » Sa sincérité m'a brisé le cœur. Voir une vie pleine de possibles se refermer sur un passé immuable est une douleur immense. Mais Bernard n'est pas perdu. Il a juste besoin qu'on l'aide à rediriger son regard. Pas pour nier son passé ni faire semblant, mais pour l'inviter doucement à voir ce qui reste, ce qu'il peut encore vivre, créer, partager. Ce chemin commence par une écoute respectueuse, une présence stable, puis un petit pas vers l'avant. Je lui ai conseillé d'écrire non pas ses souvenirs, mais des lettres à lui-même, dans le présent. Il a mis du temps, puis il est revenu avec un sourire. J'ai écrit sur mon jardin, le café du matin, ma voisine qui m'a prêté un roman. Peu à peu, il renaissait. Poser son regard sur ce qui existe encore réactive la gratitude,
un puissant antidote contre la nostalgie négative. Je partage cela car nous avons tous tendance à regarder en arrière. C'est humain. Mais quand cela devient un refuge, c'est aussi une prison. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a perdu, mais ce qu'on fait ici et maintenant avec ce qu'il reste. Il y a toujours quelque chose à faire. Dans la suite, je vous parlerai d'un principe fondamental. Écouter son corps pour choisir ses relations. Car la paix se ressent avant de se penser. Je me souviens d'Hélène, 67 ans, calme et polie, venue me consulter pour des douleurs diffuses, un sommeil léger et une fatigue chronique inexpliquée. Ce jour-là, fatiguée mais lucide, elle m'a confié « Docteur, je crois que ce ne sont pas mes articulations qui me fatiguent, c'est les gens. » Cette phrase m'a profondément touché, car elle révèle une vérité souvent ignorée. Notre santé physique est étroitement liée aux relations que nous entretenons et à la façon dont notre corps y réagit. Avec l'âge, le corps devient un détecteur sensible. Il nous parle à travers des tensions, des douleurs, des fatigues, autant de signaux qu'il faut apprendre à écouter. Je pense aussi à Louis, 72 ans, qui souffrait après chaque repas chez son frère, sans raison médicale apparente. Quand je lui ai demandé comment il se sentait en sa présence, il m'a répondu qu'il se sentait jugé, jamais à la hauteur. Ce n'était pas la nourriture qui lui pesait, mais l'atmosphère lourde. Son corps, lui, le savait. Ces signaux ne sont pas des caprices, mais une boussole intérieure. Ils nous disent « Attention, cette relation ne te respecte pas, elle ne t'élève pas. » Souvent, on les ignore, par politesse ou habitude, et on finit par ne plus distinguer la gentillesse de l'épuisement, la tolérance de la résignation. Je parle de cela avec respect, car moi-même, médecin, j'ai mis du temps à m'écouter. Après certaines conversations, je ressentais une lourdeur, un mal-être diffus, qui n'était pas une simple fatigue physique, mais un non-respect de mes limites émotionnelles. Prendre soin de soi après 60 ans, ce n'est pas seulement surveiller son corps, c'est aussi apprendre à choisir où va notre énergie, à reconnaître ce qui nous élève ou nous pèse. Et surtout, s'autoriser à dire « Je n'ai plus envie de passer du temps avec cette personne », sans culpabilité, sans justification. Notre tranquillité d'esprit est un trésor fragile et vital. Quelques semaines après notre entretien, Hélène a commencé à espacer ses visites, à écrire ce qu'elle ressentait après chaque rencontre, à écouter son corps. Peu à peu, ses douleurs ont diminué, son sommeil s'est amélioré, sa voix est devenue plus assurée. Elle m'a dit « Je n'ai rien changé à mon alimentation, ni à mes médicaments, mais j'ai changé ma façon de me protéger. Et ça change tout. » Je crois profondément à cette écoute intérieure, corporelle, qui nous guide vers des relations plus saines, justes et équilibrées. Ce n'est pas un luxe ni un caprice, mais une condition de santé. Le stress chronique nous use, le corps n'a pas été fait pour vivre en tension permanente. À notre âge, nous avons le droit et le devoir de protéger notre bien le plus précieux, la paix intérieure. Dans la suite, je vous parlerai d'un art fondamental, choisir chaque jour les personnes qui nous entourent. Car la vraie santé se mesure aussi en sourire sincère, en silence apaisé, en liens qui nous nourrissent au lieu de nous vider. Au fil de toutes ces années d'écoute, d'observation et de soins, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, ni ce que nous faisons avec notre corps, qui détermine la qualité de notre santé en vieillissant. Ce sont les relations que nous entretenons, les personnes que nous laissons entrer dans notre espace de vie,
dans notre intimité émotionnelle. Parce qu'après 60 ans, chaque énergie absorbée, chaque mot entendu, chaque silence partagé a une résonance plus profonde. Nous ne sommes plus dans l'abondance du temps ou de la force. Nous sommes dans l'art de choisir ce qui nous nourrit réellement. Ce que vous ressentez après une visite, une conversation, ou même un simple appel, n'est pas un détail. C'est une information précieuse. Si vous ressentez une légèreté, une joie paisible, une envie de sourire, alors cette relation vous élève. Si au contraire vous repartez avec une sensation de vide, de tension, de tristesse ou de doute, alors il est peut-être temps de redéfinir vos limites. Il ne s'agit pas de juger ou de rejeter les autres, mais d'avoir assez de tendresse pour soi-même, afin de dire « Ce lien ne me fait pas de bien, je mérite mieux ». Se respecter, c'est aussi respecter la qualité de notre silence, la douceur de nos jours, la clarté de notre esprit. Un corps reposé, un cœur tranquille, un esprit léger, voilà les vraies bases de la santé après 60 ans. Et cela commence par des choix très simples mais courageux. Espacer certaines visites, dire non sans s'excuser, écouter notre fatigue comme un signal d'alerte, et surtout, oser préserver ce que la vie nous a appris à chérir, notre paix intérieure. La plus grande liberté que l'on s'offre en vieillissant, ce n'est pas d'avoir moins de contraintes, c'est d'avoir le courage de ne plus faire semblant, ne plus sourire quand on a envie de se taire, ne plus écouter ce qui nous fait mal, ne plus s'obliger à être là où l'on n'est pas bienvenu. Choisissez vos liens comme on choisit son air, son eau, son sommeil. Avec soin, avec respect, avec amour. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question toute simple. Y a-t-il une personne dans votre entourage auprès de qui vous vous sentez toujours mieux après l'avoir vue? Écrivez simplement son prénom ou son lien avec vous, ma fille, mon voisin, une amie, en commentaire, pour partager cette reconnaissance. Vos réponses inspireront sûrement d'autres personnes à réfléchir à ce qui leur fait du bien, à elles aussi. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite avec chaleur à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si vous souhaitez soutenir mon travail de façon concrète et directe, vous pouvez aussi faire un petit don pour m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, humaines, utiles, ancrées dans la vie. Chaque geste compte et me touche profondément. Merci de faire partie de cette communauté bienveillante. À très bientôt.